Et je vous laisse accueillir comme il se doit les premiers intervenants de ce matin. Thomas Rulot. Bonjour. Marie Miller. Et Cécia Capot. C'est Thomas qui va nous faire sa première présentation, qui va nous faire la première présentation. Merci. Ça part quand je tourne? Ok. Ah, c'est pas mon... C'est pas grave. Est-ce que tu as un micro pour bouger? Un micro pour bouger? Bon, je vais commencer avec... Non. Il commence par être chiant et s'installer. Ça sera bon? Vous m'entendez là? Non. Non, ça marche pas. C'est bon. Ça doit être bon là? Vous m'entendez? Ah, super. J'ai besoin de bouger. Vous allez comprendre pourquoi un peu après. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci de cette invitation et puis de cette organisation. C'est vraiment un bel événement, je pense. J'espère qu'on va passer un bon moment. Vous pouvez m'interrompre un peu quand vous voulez. On a donc 3 intervenants ce matin pour parler de la douleur et on a mis un petit thème sur la douleur, c'est dans la tête. Et donc je dois introduire la présentation de ce matin et je vais vous parler en particulier des modèles théoriques du mouvement à l'application et je vais vous donner un exemple sur le syndrome douleur-journal complexe. Donc avant tout ça, je dois me présenter. On doit se présenter, oui, c'est ça. Donc je m'appelle Thomas Rulot, actuellement je coordonne la recherche paramédicale au CHU de Nantes, donc j'ai des missions développement stratégique de la recherche au CHU, d'accompagnement des professionnels de terrain et puis d'enseignement et de recherche. J'ai plus d'activité clinique depuis 3 ans et je suis un hospitalier depuis une quinzaine d'années maintenant, donc vous avez le droit de me lancer quelques tomates au fur et à mesure. Je suis un local de l'étape, même si j'ai passé quelques années en Vendée au CHD, donc je me suis levé très tôt ce matin pour être là à l'heure. Et je suis un local de l'étape parce que du coup je travaille à Nantes et mon laboratoire d'accueil, c'est l'endroit où nous sommes aujourd'hui, au STAPS. Je pense que c'est à peu près tout. C'est bon. J'ai pas de soucis éthiques particuliers. Vous pouvez aller voir mes liens d'intérêt sur transparence. C'est une obligation, donc je commence par ça. Je vais vous parler des modèles théoriques. Je ne sais pas si vous connaissez bien les modèles théoriques de mise en œuvre du mouvement. Et ça me paraissait intéressant de commencer par ça. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle pas du tout? J'en ai choisi 3, principalement le modèle de Bernstein, c'est un modèle sur les degrés de liberté. En fait, on a plusieurs modèles théoriques qui se sont succédés au fil du temps, avec une évolution sur la compréhension de comment se mettait en œuvre le mouvement. Et donc on a des modèles théoriques qui sont là. Le premier que je voulais vous présenter, c'était le modèle de Bernstein. L'idée, c'est qu'on va en fait pouvoir mettre en œuvre plusieurs mouvements. On va geler des degrés de liberté, et puis au fur et à mesure, on va libérer des degrés de liberté. Si vous avez commencé à apprendre par exemple le tennis, on va pouvoir demander aux gens de geler les parties inférieures pour pouvoir travailler spécifiquement sur les parties supérieures. Et au fur et à mesure, on va développer et libérer les degrés de liberté. Certains d'entre vous ont appris à nager, je pense. C'est la même chose, vous avez des éducatifs. On va commencer à travailler sur une partie du corps et puis au fur et à mesure, on va libérer les autres parties du corps pour réintégrer le mouvement dans son ensemble.
un deuxième mouvement. Ah, ça c'est pas passé bien. Normalement, l'image devait arriver un petit peu plus tard. C'est un modèle computationnel et je vous ai mis le petit lémurien parce que je l'aime beaucoup d'abord, et puis deuxièmement parce que c'est une façon aussi de se dire que c'est pas nécessairement très compréhensible. Pourtant, c'est le modèle probablement que vous avez appris à l'école de kiné. C'est un modèle dit computationnel où on va considérer que le mode de fonctionnement du cerveau est très fort, très proche de celui d'un ordinateur. Ça vous donne quoi? Ça vous donne que, en fait, on a une action qui va engendrer une réaction. Je vous invite à aller lire aussi, c'est le modèle de Schmidt, mes diapos seront disponibles de toute façon. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. Et en fait, première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est ça, sur l'élaboration du mouvement. Est-ce que vous connaissez les 5 étapes de l'élaboration du mouvement? Tic-tac, tic-tac. Donc il y a l'intention, planification, programmation, exécution et évaluation. Quand on demande ça à nos étudiants, en général, déjà, c'est difficile. Et quand on demande ça à des professionnels, ils ont souvent tendance à avoir oublié. Pour autant, je vais y revenir après, mais cette planification peut avoir un intérêt. Et puis, c'est aussi quand on commence à réfléchir à l'impact de la douleur sur le mouvement et comment on va rééduquer derrière l'impact de cette douleur sur le mouvement, que ça peut avoir un intérêt. Et on pourra rediscuter après. J'espère que vous interrogerez Cécilia Capot, ici présente, sur le programme de recherche qu'elle porte là, puisqu'on est vraiment sur cette dimension-là. Alors là, j'ai des soucis de passage sur mes diapositives parce que normalement, l'image devait arriver dans un deuxième temps, l'image qui est dessus. Bon, je vais vous résumer. En fait, la question était sur les degrés de liberté, il y a des fortes mises en cause du modèle sur les degrés de liberté que je vous ai proposé et sur le modèle computationnel pour différentes raisons. Sur le deuxième, c'est le fait qu'on soit vraiment sur une dimension d'ordinateur. Est-ce qu'on fonctionne vraiment comme un ordinateur? Et sur le premier, c'est un modèle qui est très biomécanistique, qui va poser des soucis. Et donc, il y a d'autres modèles qui sont apparus ces derniers temps, et un modèle que moi j'aime bien, c'est celui que j'ai le plus pratiqué à l'université, c'est le modèle de la cognition incarnée. Et donc, on va commencer à réfléchir en fait en perception-action, en récupération d'informations de l'extérieur pour pouvoir construire notre mouvement. On va faire un petit test. Vous allez vous mettre debout. Et rien que ça, déjà, je vous ai réveillé. Vous allez élargir les épaules. Vous grandissez et vous souriez de toutes vos dents. Qu'est-ce que tu me fais? Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que vous êtes content? Bien, là, ce qui vient de se passer, c'est que on vient vraiment de mettre en œuvre cette dimension de cognition incarnée. Ça veut dire que vous avez une forte proximité entre le mouvement que vous faites et en fait la répercussion, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sensitive, de ce que vous allez pouvoir porter. Donc ça, c'est un intérêt à plein de niveaux, parce que justement, on voit des interactions fortes dans les activités qu'on peut avoir entre le mouvement, puis la rééducation du mouvement et finalement toutes les émotions qu'on a à côté. Ça peut être dans un sens sur la posture, où on a tous remarqué, alors vous dans vos cabinets ou moi à l'hôpital, des gens qui étaient dans une posture un peu avachie, qui étaient fortement dans un état de déprime, pour ne pas parler d'état psychiatrique, de dépression. Là, je parle juste de déprime, mais le fait de modifier le mouvement va pouvoir avoir un impact sur d'autres dimensions. Et à l'inverse, le fait d'être dans cet état de déprime peut aussi engendrer une posture modifiée. Donc ça, c'est toute la réflexion sur la cognition incarnée, mais ça peut aller beaucoup plus loin, et c'est ce que je vais vous présenter juste après, sur d'autres
d'autres points où, par exemple, le fait de faire un massage, on a une action directement sur les représentations corticales, ce qui montre bien cette aussi cognition, cet impact cognitif de la perception externe. C'est OK? C'était hyper perturbant, mais ça va. D'accord. OK. Mais c'est-à-dire que j'ai plus mes flèches en face. OK. On a des petits soucis de compatibilité, mais tout va bien. Informatique, j'insiste. La partie juste après, je vais parler principalement de la planification, avec en fait une autre présentation spécifiquement de la planification motrice, avec la planification de l'action. On récupère des informations de la perception de l'environnement, on va mettre en jeu la conscience du corps, les différentes possibilités d'action, c'est cette idée de modèle que l'on peut avoir sur les modèles internes. Ça sera super bien après. En fait, je fais toutes les erreurs et puis elles feront un super travail après. Donc perception d'action, la conscience du corps, la possibilité d'action, et puis ça permet de mettre en œuvre la planification motrice, la planification de l'action. On a ce déclenchement moteur, et puis derrière l'exécution motrice, et puis ces feedbacks. Il y a un jeu important, donc là sur la perception de l'environnement, et puis sur la perception de l'environnement, la conscience qu'on a au niveau du corps, et puis aussi ces modèles internes, cette capacité à se projeter sur la mise en œuvre des possibilités d'action. Et donc c'est là que je voulais vous parler aussi de cet impact neuropsychologique du syndrome douloureux régional complexe, en reprenant quelques grands éléments, plutôt issus des champs neuropsychologiques, au grand désarroi de Cécilia Capot, qui n'aime pas du tout quand je parle de ça. D'où l'idée de la table ronde derrière. Quels sont les impacts? Donc, le syndrome douloureux régional complexe, c'est anciennement appelé algoneurodystrophie. Quand on parle du SDRC, surtout type 1, c'est l'anciennement l'algoneurodystrophie. On a donc ce tableau clinique un peu complexe qui peut être problématique à prendre en charge. On ne sait pas trop quoi en faire, avec douleur, signes vasomoteurs, l'œdème, les modifications cutanées et les troubles moteurs. Sur la littérature scientifique, on a la chance d'avoir eu Alika et collaborateurs en 2020 qui ont fait en fait une recherche systématique pour pouvoir les tracer. Il y a un papier qui est assez intéressant qui fait une quinzaine de pages. Je vous l'ai résumé en 6 lignes, 7 lignes. Des perturbations neuropsychologiques avec les déficits de la cognition spatiale latéralisée, des altérations des fonctions cognitives supérieures, distorsion de la représentation du corps, et puis aussi bien sûr ces changements moteurs. Quelles sont les interactions entre les uns et les autres? C'est aussi la question quand on parle de cognition incarnée. Et donc derrière, pourquoi il y a ces changements? Il y a des changements qui sont liés, vous l'aurez compris, aux altérations locales tissulaires, et puis l'adaptation à la douleur lors du mouvement, ces troubles sensorimoteurs, mais il peut aussi y avoir ces altérations centrales avec des altérations de la planification et bien sûr de l'exécution motrice. Maintenant, on va pouvoir se poser la question, comment traiter? Comment vous traitez? Vous avez déjà reçu des patients avec algo? Ouais. Qui est d'accord? Ouais. Ouais. Ok. Travail actif de quel type? D'accord. D'autres idées? Thérapie miroir? Imagerie mentale? Ok, je m'en vais en fait, vous savez tout. Ok. Et avant de pouvoir mettre en œuvre le traitement, ce qui va quand même être important, c'est comment est-ce qu'on va évaluer ça? Parce que l'évaluation de cette dimension dont je viens de vous parler, en tout cas au niveau cognitif, elle est quand même très complexe. Et on a l'exemple de cette évaluation avec la prise en compte des contraintes biomécaniques par la stratégie en imagerie motrice. Alors je m'excuse auprès des étudiants qui m'ont déjà subi en cours ces dernières années et qui vont devoir refaire un exercice qu'on a déjà fait ensemble. Je vais vous demander de vous mettre face à l'écran, les 2 pieds au sol. Ça vous parle?
la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche. Vous allez avoir des images de pieds qui vont apparaître à l'écran. Et il va falloir répondre le plus rapidement possible et le plus justement possible si c'est un pied droit ou un pied gauche. Ok. Ah, je vous fais bosser. Qu'est-ce qui est important là, c'est qu'on va avoir donc ces images qui vont apparaître à l'écran. Pour pouvoir répondre à la question de savoir si c'est un pied droit ou un pied gauche, il va y avoir trois choses. On reconnaît l'image, on la compare par rapport à notre propre référence corporelle en temps réel. C'est pour ça que je vous ai demandé une position canonique. Vous étiez assis, les deux pieds posés au sol, dans une position vraiment très stricte. J'en suis encore désolé. Et en fait, la troisième étape, c'est de comparer l'image qui est représentée par rapport à votre position du corps en temps réel. Ce qui vous permet de déterminer si c'est un gauche ou un droit. Qu'est-ce qu'on va avoir en fait comme possibilité de réponse? Il y a deux stratégies possibles. Il y a une stratégie qui est purement visuelle, je tourne l'image. Et il y a une stratégie qui va être motrice, où je vais mettre en jeu mes aires cérébrales pour pouvoir répondre à la question qui est posée. Comment je vais pouvoir déterminer si la stratégie elle est motrice ou elle est visuelle? Eh bien, je vais en fait pouvoir regarder la forme de la courbe. Je vais avoir des formes qui peuvent être linéaires ou des formes qui sont exponentielles. C'est là que j'ai mes lignes qui sont pas bien. Je suis désolé. Là, c'était nos problèmes de compatibilité. Donc là, vous regardez sur la partie du bas, c'était des petits enfants avec un problème de développement moteur, et ils ont une courbe qui est dite plutôt linéaire, c'est-à-dire que en fonction du degré de rotation que vous avez, ils ne vont pas avoir de différence de temps de réponse, malgré le fait qu'on ait proposé des images, les images de main qu'on voyait juste avant, qui vont être proposées à 0, 45, 90, 135 et 180 degrés. On va avoir en fait des temps de réponse qui vont être relativement similaires. Ça veut dire que là, dans leur réponse, ils ne vont pas mettre en jeu leur propre représentation du schéma moteur en temps réel. J'ai 2 minutes. Ça va aller. Contrairement à les deuxièmes personnes, où là on va avoir la comparaison standard, où là on va avoir un profil de courbe qui va être dit exponentiel. Pourquoi on a un profil de courbe exponentiel? Plus on va avoir des degrés de rotation importants, plus on va avoir du mal à atteindre ces degrés de rotation. Donc je vous le fais rapidement. Si je voulais vous remettre debout, mais j'ai plus le droit, j'ai plus le temps. Si vous devez essayer de tourner votre pied à 135 degrés, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On a un autre effet qui est plutôt au membre supérieur, qui est l'effet Mola, qui dit l'effet Mola médial over latéral. Si je vous demande de mettre votre main dans cette position-là ou votre main dans l'autre position, vous allez voir qu'en latéral, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Et donc là, c'est ce qu'on retrouve aussi ici. On a plus de temps de réponse. Alors sur la gauche, les temps de réponse, et donc plus les temps sont élevés, plus la réponse est lente, donc plus c'est difficile. On a aussi un effet de latéralité. Donc ça, c'était des sujets qui étaient droitiers. Si je vous le fais avec la main droite ou avec la main gauche, vous allez mettre plus de temps à répondre avec la main gauche qu'avec la main droite. Et il y a un dernier effet sur lequel je voulais rebondir, c'était l'effet de complexité motrice. Donc là, vous avez une bille, une boule de moyenne taille et une boule de grosse taille. Et bien, quand on présente les mains qui sont les mêmes mains avec une boule de grande taille versus une boule de petite taille, on va avoir un temps de réponse pour les boules de grande main qui est plus faible, donc les réponses sont meilleures. Ça veut dire quoi? Là, et c'est de là que défile une grande partie de mes projets de recherche actuellement, c'est que vous avez en fait là le fait que ce ne soit pas seulement la main représentée qui est reconnue, mais c'est le plan moteur complet de l'action qui est représentée. C'est-à-dire que là, j'ai un accès à la planification motrice pour pouvoir évaluer ce que je cherche à évaluer. Il faut que j'aille super vite après. Comment est-ce que je peux traiter? Donc il y a pas mal de points sur le traitement. J'ai 1 minute 30. Sûr? Ok, alors je vous le fais très vite. On peut faire de l'observation d'action, l'imagerie motrice explicite, l'imagerie motrice graduée, on peut revenir après, et puis le travail du plan moteur. Je le fais très très vite. Vous me regardez.
Ok. Vous m'avez regardé. On vient faire de l'observation d'action. J'ai activé vos aires cérébrales qui permettent de reproduire le mouvement réel. Maintenant, si je vous demande de fermer les yeux, vous fermez les yeux, vous imaginez moi en train de marcher en faisant le parcours que je viens de faire. Toujours les yeux fermés, vous imaginez vous à ma place en train de marcher avec les yeux grands ouverts, en train d'imaginer ce que vous pourriez voir si vous étiez à ma place en train de marcher. Exercice suivant. Vous allez vous imaginer toujours à ma place, en train de marcher, mais en vous concentrant sur ce que vous pourriez ressentir si vous étiez à ma place en train de marcher. Le poids du corps, le changement d'un pied vers l'autre. Ok, vous pouvez rouvrir les yeux. Là, ce qu'on vient de faire, c'est de l'observation d'action. Ensuite, je vous ai fait faire de l'imagerie motrice visuelle à la troisième personne, de l'imagerie motrice visuelle à la première personne, et puis de l'imagerie motrice kinesthésique. En faisant ça, je vous ai fait travailler en fait toute cette nouvelle dimension de cognition du mouvement qui vous permettait de commencer en fait à appréhender le fait de faire, et je reviens sur votre remarque tout à l'heure, monsieur qui est en train de regarder sa tablette. Ah, il voit tout. Oui, je reviens sur votre remarque. En fait, on peut aller sur d'autres schémas de rééducation qui ne sont pas seulement en fait, de la rééducation active, mais qui sont de la rééducation cognitive, qui restent dans le domaine de l'actif, parce que vous allez pouvoir faire les mêmes exercices, mais en leur proposant de les faire d'une autre manière, qui ne vont pas stimuler les parties périphériques, mais qui vont stimuler la représentation corticale de ce travail-là et déjà stimuler les aires cérébrales. Voilà. Et puis juste pour finir, la douleur, c'est dans la tête. Ça, c'est très à discuter et je pense que Marie va y revenir tout à l'heure beaucoup mieux que moi. Par contre, la rééducation de la douleur, c'est aussi par la tête. Voilà. Ah, j'ai des questions. J'ai des questions. Vous avez des questions? J'aurais bien fait un lâcher de micro à la fin. La rééducation de la douleur, c'est pas... Mais non, c'est pas possible. Pardon. Des questions dans la salle? Ouais. Je voudrais que tu répètes la question parce qu'il n'y a pas de captation micro. Alors, Charlotte me parlait en même temps à la fin, quand je suis un homme, j'ai pas réussi à percevoir les deux informations en même temps. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Ouais. Du coup, c'était de savoir de ce que tu fais faire, du coup, expérimenter. J'ai entendu le début de la question, c'était qu'est-ce qui était de l'implicite, qu'est-ce qui était de l'explicite. L'implicite, c'était vraiment la rotation mentale, ce que j'ai montré comme rotation mentale. La différence entre les deux, c'est explicite, je te donne réellement complètement la consigne de ce que j'attends de toi. L'implicite, c'est le fait que je sais ce que tu vas donner comme réponse, mais je te donne pas vraiment la consigne d'imaginer le mouvement. Donc je te représente des images de main, je te demande de savoir si c'est une droite ou une gauche. Je sais ce que tu vas faire pour pouvoir répondre, mais en fait, tu n'as pas l'information que tu es en train de créer une image mentale. Mais ça peut aller plus loin. Si je te demande de t'imaginer prendre cet objet, je sais dans quelle position tu vas mettre la main. Par contre, je peux aussi te demander d'imaginer ouvrir la main. Dans le premier cas, je vais avoir fait une consigne explicite jusqu'à un certain point, parce que la fin, c'est de l'implicite. Et là, je travaille ton plan moteur d'ouverture de la main pour saisir l'objet. Donc, je sais que ça ne va pas être trop coûteux en énergie cognitive. Par contre, sur la deuxième partie, ça va être beaucoup plus coûteux. Et la première phase, elle sera probablement plus efficace, moins coûteuse et probablement moins aussi douloureuse pour les patients. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des critères qui permettent de savoir à partir de quand on peut passer les étapes? Par exemple, lié à la douleur, est-ce que éventuellement ça marche ou ça marche pas? Entendez? Est-ce qu'il y a des critères qui permettent de passer les étapes? Tu parles de l'imagerie motrice graduée. Par exemple, oui, par rapport à ce que vous avez montré en marchant, est-ce qu'il faut rester sur la première étape pendant un certain temps? Qu'est-ce qui nous permet de déclencher la deuxième étape de versification et éventuellement de kinésiologie derrière? On sait que, en fait, je vous ai fait la graduation de l'observation d'action jusqu'à l'imagerie motrice kinesthésique. On sait que, en fait, chacune des étapes va être plus intense en termes de stimulation corticale, donc probablement plus efficace. Il y a deux niveaux de réponse. Si je fais de l'imagerie motrice visuelle,
à la troisième personne, ça peut être très intéressant quand je vais travailler différentes étapes d'un mouvement. C'est-à-dire que typiquement, je veux faire travailler une séquence motrice où il y a quelque chose de complexe à aller saisir ou à aller tenir. Ça va être plus intéressant de le regarder de l'extérieur. Celui auquel je suis en train de penser, mais qui est un exemple qui peut être intéressant, en tout cas parlant, c'est les procédures chirurgicales. Par exemple, sur les procédures chirurgicales, les recommandations de pratique actuellement sur l'imagerie motrice, c'est plutôt d'aller chercher de l'imagerie motrice visuelle à la troisième personne. Par contre, si tu cherches à faire un renforcement musculaire ou un travail de gain d'amplitude, tu vas plutôt faire de l'imagerie motrice kinesthésique, qui est plus ciblée. Alors, il y a pas mal de données maintenant dans la littérature sur le fait que j'ai deux papiers en tête. Il y a un papier de Mosley de 2004 qui montrait que la présence d'une douleur, si tu fais de l'imagerie motrice explicite, pas implicite, et c'est justement là qu'ils ont mis en place l'imagerie motrice graduée, c'est que si tu fais de l'imagerie motrice explicite sur quelqu'un qui est douloureux, tu vas renforcer et stabiliser la douleur. Il y a eu un autre exemple en tête, on a pris, moi ça me fait, je rêverais de pouvoir faire ça, mais éthiquement c'est compliqué de placer ça maintenant. Tu prends des étudiants. Tu prends deux groupes d'étudiants, tu fais une stimulation dorsale électrique douloureuse sur le dos de la main. Il y en a la moitié, tu leur demandes de s'imaginer de faire la douleur, de s'imaginer la douleur qu'ils ont ressentie. L'autre moitié, tu ne leur demandes pas ça. Eh bien, ceux à qui tu as demandé de s'imaginer la douleur ressentie, la douleur va se stabiliser et se pérenniser. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette idée de cognition incarnée où tu arrives à lancer la douleur et en fait, tu maintiens le tac cérébral de la douleur sur le long terme. Donc, j'ai pas le droit de faire ça, Blandine Quadic, elle veut pas. Je voudrais savoir à partir de quand tu peux considérer qu'un patient n'est pas répondant. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est aussi assez pratico-pratique, dans le sens où est-ce que c'est ce que tu nous expliques, c'est ce qu'on peut observer chez les patients douloureux chroniques qui nous disent oui, j'ai été aider des copains dans leur déménagement, j'ai rien porté, j'ai juste fait un peu de cuisine pour les aider dans la logistique, et malgré ça, en rentrant chez moi, j'étais hyper douloureux. Est-ce que c'est cet environnement en fait de sursollicitation un peu intellectuelle d'un mouvement douloureux qui pourrait être à l'origine de cette douleur sans véritable origine? Je vais juste répondre à la première. La seconde, je pense qu'il y a trop de facteurs confondants pour pouvoir être capable de te répondre. Ne serait-ce que le fait de prendre la route pour aller chez les copains, ça peut être un souci. Par contre, je vais répondre en partie à ta deuxième. Si tu regardes certains matchs de football, que tu vois quelqu'un qui se fait casser et qu'il fracture, en général, t'as mal. Pour les vieux. Il y a probablement des cas plus récents. Mais oui, je pense que ça peut, mais en fait, tu as tellement de facteurs confondants que c'est compliqué de répondre de manière formelle à ta question. Pour la première partie, sur la capacité de répondance, si on parle de l'imagerie motrice, on dit environ 10% des gens qui ne sont pas répondants. On a des échelles d'évaluation pour voir si les gens sont capables de répondre. Et en général, la plupart des gens sont capables de répondre. Moi qui ai fait pas mal de gériatrie dans ma carrière, on avait un patient avec un MMS à 9 sur 30, donc de la démence déjà assez avancée, qui était tout à fait capable de produire une image mentale. Je suis incapable de dire si spécifiquement le programme d'imagerie motrice qu'on a mis en place a eu un effet bénéfique, mais en tout cas, il était capable de produire une image mentale. Donc il ne faut pas s'en priver, ça ne coûte pas très cher, c'est assez facile à mettre en œuvre. La réponse,
La réponse a été donnée, c'est Malouin Jackson en 2001. Ils se sont posé la question, ils l'ont fait sur des sujets sains, en essayant de trouver un mouvement que les sujets n'avaient jamais fait avant. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer un mouvement qu'on n'a jamais fait? Et est-ce qu'on est capable d'apprendre? Ils ont utilisé l'abduction du 5e orteil. Et ils ont montré que c'était faisable. Merci Thomas. Et donc maintenant, on accueille Cécile. Merci Cécile. Je te laisse te présenter et faire ta présentation. Pour me présenter, je suis kiné en libéral. J'ai une activité aussi d'enseignement. Certains, voilà, je reconnais quelques têtes d'étudiants. Et j'ai une activité aussi, j'ai soutenu une thèse sur le SDRC avec Thomas. On a travaillé ensemble il y a 2 ans. Et je commence une activité de recherche, donc si on pourrait peut-être avoir le temps d'en parler, parce qu'on recrute des kinés pour participer. Ouais, on a dit. Non, c'est pas le temps de la pub tout de suite, ok. Donc j'ai une activité en 3 parties avec le cabinet en libéral et une activité plutôt orientée douleur, enseignement et puis un petit peu de recherche. Voilà. J'ai 37 ans, 2 enfants et... non, c'est... On peut y aller? C'est toi qui les as attaqués. Ah. Mais tu peux... C'est OK. Merci. Donc pour une fois, je ne vais pas vous parler de SDRC. Je voulais vous présenter une situation que j'ai rencontrée. Alors désolé les collègues, je vous en ai parlé quelques fois, donc ça va faire de l'ardite. Mais une situation que j'ai rencontrée, donc j'ai rencontré des personnes en soins qui m'ont fait beaucoup réfléchir et c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc un cas dans notre pratique où l'activité physique fait du mal aux personnes. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation, j'ai des liens d'intérêt avec un organisme de formation et je n'ai pas utilisé d'intelligence artificielle pour produire cette présentation. Donc la rencontre avec une personne qui a un tableau clinique familier, avec des douleurs persistantes, des douleurs chroniques, mal dans les jambes, mal dans les bras, des migraines, des douleurs abdominales, des troubles cognitifs avec cette sensation d'être dans le brouillard, de la fatigue, un sommeil non réparateur. Enfin, le packaging, on se dit, OK, un diagnostic de fibromyalgie qui a été posé, OK, et puis des échecs, des rééducations par le passé. Ça fait 10 ans que la personne, elle est dans une situation où ça avance pas, elle a de plus en plus mal, elle est de plus en plus fatiguée, elle fait de moins en moins de choses. Super. Donc on continue. Ah. Il me manque une diapo. C'est pas grave, je peux la faire de tête, mais il me manque une diapo là. C'est marrant. Ouais, ça c'est bon. Ça aurait été dommage. Donc on continue l'entretien et puis cette personne nous dit qu'elle a de la sensibilité sensorielle exacerbée, qu'il y a de la photophobie, de la phonophobie, qu'elle réagit même les tissus sur sa peau, il faut faire attention, qu'un environnement trop sollicitant, ça va exacerber ses symptômes. Check, ça correspond au tableau de sensibilisation. On continue. L'intolérance à l'activité physique, quand elle fait de l'activité physique, et dans ses rééducations passées aussi, ça va lui provoquer des exacerbations. Ça peut lui provoquer des périodes où elle est beaucoup moins bien et qui peuvent durer plusieurs jours. OK, c'est décrit, on peut continuer. Mais elle nous décrit aussi qu'elle peut faire des malaises, vraiment être malade ou être vraiment des malaises après l'activité physique. Elle nous décrit aussi qu'elle a une stratégie de gestion des symptômes en réduction, voire en évitement de certaines choses. Elle a commencé à réduire sa fonction. Et là, on se dit, dans notre tête de kiné, kinésiophobie, évitement, check, tout ça, ça va dans le package. Donc cette personne, elle a commencé à sortir moins, marcher moins,
se faire livrer ses courses et avoir plus de repos au lit, vraiment de l'alitement. Et donc là, notre tête de kiné, elle nous dit ça va pas du tout. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on veut ? On veut retourner à l'activité physique. On veut promouvoir ça, qu'elle rebouge plus, qu'elle rebouge mieux. Donc là, notre route, elle est toute droite. Nos moyens, ils sont identifiés. L'éducation à la douleur, l'activité physique graduelle et l'accompagnement. Oui, mais elle nous dit quand même qu'elle a essayé ça plusieurs fois, que ça n'a pas marché, qu'elle s'est même aggravée au fur et à mesure du temps, qu'elle a dû arrêter un séjour en centre de rééducation parce qu'elle était épuisée et qu'elle n'a pas pu continuer à faire les activités qui étaient proposées. Que ces périodes d'aggravation, quand elle force, c'est ces mots, derrière, elle a la sensation d'être malade. La première chose qu'elle va rapporter dans ces symptômes, qu'est-ce qui vous gêne le plus ? C'est la fatigue. Ce n'est pas tant la douleur, même si elle a mal partout, c'est la fatigue. Donc là, ça nous fait rentrer dans un processus un peu plus de doute, à la fois, on a un tableau, une présentation qui est compatible avec la fibromyalgie, avec la représentation de la fibromyalgie que nous avons, de quelqu'un qui est sorti de l'activité physique, sorti du mouvement. C'est une demande des médecins, c'est écrit sur l'ordonnance, fibromyalgie, activité physique. C'est notre identité de métier. On est quand même les professionnels qui accompagnons les gens sur cette reprise-là. Et en même temps, cette intolérance à l'effort, ces malaises derrière, on se dit que la route, elle va être un peu plus compliquée et peut-être qu'on va se poser plus de questions. Et qu'est-ce qu'on en fait avec la fatigue ? C'était la question. J'en fais quoi de cette fatigue ? Est-ce que c'est juste un symptôme que je vais suivre, monitorer pour voir comment mon traitement va agir dessus ? Ou alors est-ce que c'est mon symptôme que je vais venir traiter ? Et alors la fatigue, comme symptôme mou dont on ne sait pas quoi faire, c'est un gros sujet. Et est-ce qu'on parle de fatigue ou est-ce qu'on parle d'épuisement aussi ? Donc je vous propose d'aller explorer un poil plus ce symptôme-là, ce que décrit cette personne. Donc l'hypothèse, c'est que ce qu'elle décrit, ça ressemble à un malaise post-effort. Alors c'est quoi le malaise post-effort ? C'est une aggravation, une augmentation de la sévérité, de la fatigue, de la douleur et d'autres, tous ces symptômes-là dans la roue, après un effort physique ou cognitif minimal. Donc un petit effort cognitif ou physique qui va déclencher, avec quelques heures de délai, ça peut être jusqu'à 1 ou 2 jours, une baisse drastique de la fonction physique et cognitive. Donc les personnes, elles vont décrire tout autour de ça la sensation d'être empoisonnée, d'être malade, d'être en cuite, lendemain de cuite. D'avoir des troubles cognitifs qui sont vraiment augmentés, donc difficulté de résoudre un problème, de trouver des mots, même d'engager une conversation, de la douleur partout dans les muscles, des muscles durs, des muscles qui brûlent, des maux de tête, des douleurs aux articulations, la sensation d'étau ou des fourmillements, c'est décrit. Un niveau d'énergie très bas, comme s'ils avaient été drainés, vidés complètement. Et des symptômes du système nerveux autonome, de la nausée, des vertiges, la sensation de tête légère, des changements de température avec peut-être des tremblements et des tachycardies. Et une augmentation de toute l'hyperactivité sensorielle, photophobie, phonophobie, etc. Donc cette grosse expérience-là de augmenter de tout, qui arrive quelques heures, quelques jours après un effort banal, c'est décrit comme un malaise post-effort. Donc la question qu'on se pose, c'est que pour cette personne, est-ce qu'on est en présence d'un déconditionnement à l'effort ? Ça fait des années qu'elle a réduit ses capacités, qu'elle a réduit sa fonction. Donc est-ce que juste, elle est désadaptée à l'effort et que quand elle en fait plus, elle n'est pas bien ? Est-ce qu'elle est déconditionnée ou est-ce qu'elle est en malaise post-effort ? Et puis aussi, on a nos représentations de la fibromyalgie, avec cette idée que ce sont des gens qui n'aiment pas faire de l'activité physique, voire des feignasses. Et derrière, est-ce qu'on est là ou est-ce que vraiment il y a un souci et on est dans le malaise post-effort ? Donc pour l'identifier, si on va voir dans la littérature, j'ai aucune idée du temps que je prends là. Tu me dis ? Ok.
Pour identifier un malaise post-effort dans la littérature, il y a un test qui a été décrit, un test d'exercice cardio-pulmonaire, le CPET. Sur un cyclo-ergomètre, on fait une épreuve d'effort calibrée, augmentée de 10 watts toutes les minutes, jusqu'à 8 à 12 minutes, très calibrée. On monitore la fréquence cardiaque, le pic de VO2, le seuil anaérobique, la dyspnée, etc. Et on répète ce même test à 24 heures. Pour des sujets sains, à 24 heures, soit on a la même performance, ou alors on améliore la performance. Pour des personnes avec un malaise qui ont des malaises post-effort, ils vont dégrader leur performance à 24 heures et ils vont mettre en moyenne 2 semaines à récupérer leur niveau de performance. 2 à 3 semaines. Donc ça, c'est un signe objectif, on aime bien ça, un signe objectif, pour identifier la présence d'un malaise post-effort. Maintenant, est-ce que ça peut être un test de routine ? Non, enfin, on n'a pas ce matériel-là en cabinet, enfin peut-être vous, mais moi je n'ai pas de matériel pour évaluer les échanges sanguins et un seuil anaérobique. Et puis il y a aussi la question de est-ce qu'on va provoquer sciemment un malaise post-effort chez quelqu'un ? C'est aussi discuté. Les recommandations montrent qu'il y a un questionnaire qui existe, le questionnaire de De Paul. Donc, il va demander sur les 6 derniers mois, donc c'est vraiment du temps long, on est dans le chronique, la fréquence et la sévérité de symptômes, en demandant aux gens, par exemple, comment ils sont après l'exercice, s'ils sont après un effort banal, mental, est-ce qu'ils vont se sentir fatigués, à quelle fréquence et à quelle intensité, et par exemple, s'ils ont arrêté de faire de l'exercice à cause de l'aggravation de leurs symptômes après. Donc ce questionnaire, plus les éléments de symptômes à l'entretien, c'est ça pour l'instant qui existe pour identifier la présence de malaise post-effort. Enfin, il y a le CPET aussi, mais on n'y a pas accès facilement. Donc le malaise post-effort, ça nous emmène vers l'encéphalomyélite myalgique, donc l'EM. Je veux dire EM si vous voulez bien. Je me suis entraînée en encéphalomyélite myalgique, mais anciennement appelé syndrome de fatigue chronique. Donc c'est classé dans la classification internationale des maladies de l'OMS, dans les maladies du système nerveux. Sous la sous-catégorie, c'est les syndromes de fatigue post-virale. Donc c'est pas une maladie psychiatrique. La prévalence, 0,89%, ça paraît faible, mais une prévalence mondiale, c'est 17 à 24 millions de personnes dans le monde. Et ça, c'est des chiffres avant le Covid. Donc, après Covid, on imagine, avec il y a eu beaucoup de personnes exposées aussi à la fatigue post-virale. Les femmes plus que les hommes, d'habitude, et 90% non diagnostiquées. Et c'est ça, je pense, qui peut venir nous interroger. 90% des personnes avec l'EM n'ont pas reçu de diagnostic, avec beaucoup d'explications. L'hétérogénéité des présentations, le fait qu'on n'ait pas de tests de marqueurs biologiques, que ce soit peu connu, discuter aussi. Et là, je ne suis même pas rentrée dans le Covid long, juste discuter, qu'il n'y a pas de traitement à proposer non plus. Donc tout ça, ça emmène sur ce taux de non-reconnaissance. Par contre, il y a des grosses conséquences. 5% qui retournent à leur état initial, 75% qui ne peuvent plus travailler, et 25% des personnes avec l'EM sont en EM sévère et restent confinées au lit. Et une fois qu'on est en EM sévère, revenir à un état précédent, c'est très peu décrit dans la littérature. Donc pour reconnaître la présence d'EM, le symptôme pathognomonique au milieu de tout, c'est le malaise post-effort. Ce qui est écrit aussi, c'est qu'on a une aggravation des symptômes et on passe dans des stades plus avancés de la maladie quand on cumule des malaises post-effort. Ce n'est pas obligé qu'on récupère l'état initial après un MPE. On a aussi un problème de critères diagnostiques avec pléthore de critères différents qui ont été développés. Ce qui est clair à l'heure actuelle, c'est que Fukuda et Oxford, qui n'incluent pas le malaise post-effort comme symptôme qui est obligatoire pour reconnaître l'EM, ne doivent plus être utilisés. Donc nous, en tant qu'inés, on se dit, ça change quoi dans notre traitement avec cette personne-là, si on se dit qu'elle a un malaise post-effort et sans doute l'EM.
est-ce qu'on poursuit quand même avec l'activité physique? Et si oui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, il y a eu un gros essai clinique en 2011, le PACE, qui a été publié et qui a étudié l'activité physique graduelle, JET, et les thérapies cognitivo-comportementales. Ils se sont basés sur l'idée que c'était du déconditionnement et que les gens avaient développé de la peur aussi, et il fallait les remettre dans l'activité. Et ils ont vu, leur conclusion c'était que c'était safe, il n'y avait pas de risque et que c'était efficace sur le niveau d'activité de ces personnes. Mais, problème, ils avaient mis tous ensemble les personnes avec des MPE et sans MPE, sans malaise post-effort avec malaise post-effort. Et puis, ils avaient quand même un nombre de perdus de vue au cours, de personnes exclues de l'étude et qui n'ont pas été au bout de l'étude, sans le dire pourquoi, sans l'annoncer. Et finalement, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, maintenant, cette étude-là, elle est recommandée de ne plus suivre ces recommandations. Donc, il y a eu beaucoup d'autres auteurs qui ont écrit pour dire que les résultats de cette étude, il y a trop de facteurs de risque qui n'ont pas été contrôlés, donc il ne faut plus recommander l'activité physique dans le traitement des personnes qui font des malaises post-effort. J'ai mis l'article de Nature parce que ça pète un peu Nature, quoi. Donc, pour résumer, la réanalyse de cet essai, il n'a pas été retiré, mais il y a eu beaucoup de demandes pour qu'il soit retiré du journal et qu'il soit rétracté. Ce n'est pas encore fait. Mais à l'heure actuelle, les recos ont retiré l'exercice physique, même gradué, des recommandations de traitement pour l'encéphalomyélite myalgique. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une bonne question. Donc, si vous voulez aller voir les recos, il y a les recos anglaises du NICE, les recos du CDC, et on voit bien, là en bas, on ne doit pas offrir aux personnes avec l'EM des thérapies basées sur l'activité physique, on ne doit pas baser aussi des thérapies sur l'activité physique et l'exercice basées sur la théorie du déconditionnement de ces personnes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une des pistes, c'est de proposer une autre gestion des symptômes qui s'appelle le pacing. Et le pacing, c'est de la gestion d'énergie. C'est un peu plus global, mais c'est de la gestion. Ouais, de la gestion. Il y a différentes métaphores, comme la métaphore des cuillères, les spoons. Vous pouvez faire des cuillères, des cailloux, ce que vous voulez. Et donc, au départ de la journée, on part avec un stock de cuillères, donc il propose 12 cuillères. Et puis, au fur et à mesure des activités qu'on va faire, on va dépenser des cuillères ou des cailloux. Et si vous faites une activité comme vous habiller ou prendre une douche, ça peut vous coûter 1 ou 2 cuillères. Et si vous devez aller faire les courses, par exemple, là, il propose que ça coûte 4 cuillères. Et suivant la façon dont, si vous avez fait des efforts la veille, peut-être que vous allez partir avec 10 cuillères et pas 12. Si vous avez mal dormi, vous allez avoir moins de cuillères au départ. Voilà. Donc on dépense, mais on dépense à la hauteur de ce qu'on a. Une autre façon, moi j'aime bien la batterie de téléphone comme image. Donc on démarre la journée avec un pourcentage de batterie et on peut très bien démarrer la journée avec 30% de batterie. Et on peut fonctionner jusqu'à un certain niveau de batterie et l'état critique ou à partir duquel on va fonctionner en mode dégradé comme notre téléphone, l'écran la luminosité elle va baisser, on va plus pouvoir ouvrir certaines applis. Donc on va avoir un mode dégradé à partir d'un certain pourcentage de batterie, au-delà duquel on ne veut pas aller, parce qu'on risque de passer en malaise post-effort. Et donc suivant le pourcentage de batterie, vous allez peut-être pouvoir passer des heures sur Insta sans problème, ou alors vous allez peut-être juste envoyer des SMS, parce que vous n'en avez pas beaucoup en réserve. Et derrière ça, l'autre aspect de la gestion de l'énergie, je ne suis pas sur Instagram, donc je ne sais pas comment ça fait, mais on peut passer des heures après, vraiment. Mais donc, en fonction de notre batterie aussi, 1 minute, ok. On peut aussi avoir des stratégies de récupération d'énergie. Et donc, c'est ça aussi le pacing. C'est adapter ce qu'on fait, projeter, diviser nos activités et aussi avoir une organisation de la journée pour pouvoir récupérer de l'énergie. Donc ça, il y a peu d'essais cliniques qui ont montré l'utilité seule du pacing.
Il y a de la littérature qualitative qui a montré que les personnes qui utilisaient cette gestion d'énergie, elles étaient plus confiantes, une qualité de vie meilleure et voire améliorer leurs symptômes de M. Voilà. Donc, c'est encore en construction, mais pour l'instant, c'est une des stratégies qu'on peut proposer. Donc, mon côté militant, là, ça veut dire, nous, essayer de transformer un petit peu notre vision, on essaie de promouvoir l'activité physique, et oui, c'est notre base de métier. Et là, pour le coup, ça nous demande de redonner au repos une vraie place et un vrai outil. C'est un traitement en soi, le repos, et on a beaucoup de mal à venir demander ça et proposer ça aux patients. Je n'ai pas trouvé de formule un peu accrocheuse qu'on puisse mettre sur un petit logo, réhabilitons la récupération. Bon, c'est pas tout à fait satisfaisant. Et puis, il y a notre côté sociologique aussi. On est dans notre société. Demander dans notre société, avec notre fonctionnement, est-ce que le repos, c'est pas juste aussi une prise de position anticapitaliste? Je pose ça. On en reparle tout à l'heure si vous voulez. Donc, ce que je trouve hyper intéressant, et aussi à travailler avec ces personnes, c'est que déjà, il faut les écouter. On a fait du mal à des personnes comme ça. Il y a des situations et des personnes qui se sont aggravées parce qu'on les a forcées à faire de l'activité physique et qui se sont aggravées durablement. Donc, être attentif à d'autres fonctionnements, se dire que ça existe. Des personnes, c'est pas juste qu'ils sont flemmards, c'est que l'activité physique est délétère pour eux. Et nous, ça veut dire penser différemment notre intervention. On peut quand même aider quelqu'un avec le M à faire de l'activité, mais c'est pas avec cette idée de en faire toujours plus, parce que à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais ils ont un vrai problème physiologique de gestion et de production de l'énergie. Ça se passe au niveau de la mitochondrie. Et ça, on n'y peut rien. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ce qui est décrit, c'est Epstein-Barr, le virus d'Epstein-Barr, herpès, principalement, mais ça peut être avec d'autres, a priori. Ça, est-ce qu'il y a eu des recherches sur le purpura? Je ne sais pas. En fait, j'ai 2 patients. Les petits qui ont eu un purpura. Ouais. Ouais. Je ne peux pas te répondre spécifiquement sur une purpura. Après, si tu as des doutes, que ça correspond au tableau, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui s'occupent de ça. C'est plutôt en médecine interne. Il y a un centre de référence à Paris, à Mont-d'Or. Est-ce que tu peux te lever et parler un peu plus fort, s'il te plaît? Comment on détermine qu'une tâche, elle dépense? Ouais, je vais résumer si tu veux. Donc, la question, c'est comment on détermine qu'une tâche dépense telle quantité d'énergie et est-ce qu'il y a des échelles personnalisées par patient? Il n'y a pas d'échelle. Ce qui est intéressant, c'est de garder à l'esprit que c'est aussi des tâches cognitives qui provoquent la fatigue et qui peuvent mettre en malaise post-effort. Et ça, c'est la personne qui va pouvoir évaluer ou avoir des difficultés à évaluer. Et là aussi, c'est un gros accompagnement de pouvoir évaluer, enfin, accompagner là-dessus, ouais.
c'est des populations qui sont plus touchées? Est-ce que c'est décrit? Est-ce qu'on n'en sait rien? Mm. Et une question intéressante, du coup, orientée vers les psychomotes pour travailler sur les sensations corporelles et tout ça, dans les bergers. Alors, si je résume la question, c'est est-ce qu'il y a des liens avec du psychotrauma ou de l'autisme dans différentes formes? Et est-ce que ça serait intéressant de travailler en psychomotricité pour de la connaissance du corps? Alors, ce qui est décrit aussi, c'est que le psychotrauma, c'est des traumatismes qui peuvent faire basculer dans l'EM. Ça, oui. Avec l'autisme, je ne sais pas les liens. Et là, je pense que... Et du coup, le travail en psychomotricité... les personnes, ce qui est décrit, c'est que les personnes avec l'EM et qui font des malaises post-effort, eh ben, quand même, ils se déconditionnent. Enfin, si tu passes ta journée au lit, c'est compliqué d'avoir conscience de son corps et avec des douleurs partout, tu lèves le bras, ça te met à te brûler. Voilà. Donc, j'ai rien lu dessus, mais ça me paraît intéressant. Ça, c'est mon avis en tant que clinicienne, donc on s'en fout. Mais derrière... le problème aussi avec ces patients, c'est que si on répète plein de rendez-vous et qu'on leur demande d'aller voir plein de médecins et de se déplacer, en fait, on les fatigue. Donc c'est contre-productif. Voilà. J'avais un autre truc en tête. Et il y a la différence entre fatigue et MPE. Et la fatigue, en fait, ils sont fatigués tout le temps. Et moi aussi, je suis fatiguée. Enfin, je pense que vous aussi. C'est levé tôt, hein. Samedi. Et en fait, fatigue, c'est dur, hein, la fatigue, hein. Mais ça, ce basculement dans le malaise post-effort, je trouve que ça apporte de la clarté. Quand il y a le malaise post-effort, c'est bon, stop, quoi. Ça, on veut l'éviter. Par contre, gérer la fatigue, naviguer avec la fatigue, essayer de faire avec, ça, ouais. Mais ça pose question aussi, parce que c'est multifactoriel, entre le biologique, ouais, on est tous fatigués, quoi. Dans la tête et dans le corps. Mais l'MPE... Marianne ? Si, ils peuvent. Mais quand tu es en stade modéré, tu peux faire de l'activité physique. C'est juste que tu le gères pour pas aller en malaise post-effort. Si, c'est possible, c'est décrit. Qu'avec une bonne gestion, un bon pacing, avec l'aide, les aides médicamenteuses à l'heure actuelle, elles sont là pour aider sur les troubles orthostatiques, parce qu'il y a beaucoup de troubles orthostatiques. Donc ça peut être tout ce qui est bêta-bloquant, etc., pour gérer ça. Des aides pour... il y a aussi vraiment au niveau abdominal, une baisse de la fonction abdominale, donc ça peut aider à ce niveau-là. Il y a des aides médicamenteuses symptomatiques qui aident à mieux fonctionner et derrière qui peuvent permettre de retrouver un niveau d'activité qui permet d'avoir une petite activité physique. Bon, par contre, un marathonien avec de l'EM, j'ai rien lu, ni rencontré, mais de pouvoir faire un peu d'activité, oui. On avait une question au milieu, là. Question plutôt pratique. Moi, j'essaie des fois de poser du pressing à des patients et des patientes. Ouais. Je parlais du côté social du repos. Il y a des gens qui l'acceptent mal parce que c'est pas aligné avec leurs valeurs. Ouais. Quand les gens sont dans l'urgence. Ouais. Et toi, du coup, ça accueille comment? Je me disais, des fois, on utilise l'entretien motivationnel pour relancer les gens à faire des exercices. Et là, c'est l'inverse. C'est utiliser l'entretien motivationnel pour négocier et réussir à trouver qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire comme plage de repos. Mais oui, c'est hyper dur. Et j'ai de la résistance. Et donc là, je propose. OK, je ne suis pas sûre de moi. Est-ce que vous êtes prêts à essayer d'avoir des plages de repos plus identifiées, à baisser temporairement votre niveau et d'aller moins creuser dans la fatigue? Et on voit sur 3 semaines, qu'est-ce que ça donne? On
On va faire une dernière question et je vous propose de garder vos questions en tête pour la table ronde qu'on aura après les présentations. Vous aurez le temps d'échanger encore avec Cécile. Julien, voilà. Julien. Moi, une question pratiquement suspecte d'encéphalomyélite. Comment on peut l'orienter pour éventuellement que ça fasse un test d'effort et qu'on diagnostique un effort. Voilà. Ce que je disais, il y a des centres Covid Lyon, s'il y a eu une infection au Covid, qui peuvent. Il y a un centre expert à Nantes. Mais en France, il y a de la résistance là-dessus. Il y avait un médecin interniste à Angers et il a pris sa retraite, donc il n'y a plus à Angers. Là, il y a le docteur Force à Paris, à Mont-d'Or, qui est l'expert de l'EM pour l'instant en France. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, là, à Nantes, sur notre territoire, c'est d'envoyer en médecine, de discuter avec le médecin généraliste, de dire, là, j'ai identifié ça, et en tout cas, ça ne va pas. De voir s'il y a des traitements, s'il y a des troubles orthostatiques qui peuvent être faits et qui déjà améliorent la qualité de vie. Le pacing, ça peut se tester pour voir s'il y a, sur du court terme ou du moyen terme, s'il y a des changements. Et ça, on peut le faire. Et après, c'est médecine interne, en spécialité. Merci Cécile. Je vous présente donc Marie Miller pour la dernière présentation. Merci. PowerPoint direct. Bonjour à tous. Alors nous, on va parler de douleurs chroniques. Je vais le faire juste après, Charlotte. C'est ma première diapo, t'inquiète. On va parler de douleurs chroniques à travers le prisme du genre. Pour vous situer un petit peu d'où je viens. Je suis kinésithérapeute libérale. J'ai été diplômée en 2011. Moi, je viens de Lyon, de très loin au sud d'ici aujourd'hui. Je suis co-autrice du podcast Le temps d'un lapin. Donc, on fait depuis longtemps de la vulgarisation sur la kinésithérapie scientifique et la douleur chronique. J'ai eu la chance de participer avec Charlotte à un DU sur les discriminations et l'accès à la santé, dans lequel j'ai travaillé sur le stéréotype et surtout le préjugé « c'est dans la tête », ce qui concerne notamment les femmes et surtout les personnes souffrant de douleurs nociplastiques, donc avec assez peu de lésions et beaucoup de handicaps fonctionnels. Actuellement, dans mon cabinet, j'ai 35 personnes qui sont douloureuses chroniques. Et parmi ces personnes, il y a 29 femmes et il y en a 17 qui ont été victimes de violences au cours de leur vie et 7 qui ont été victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, dans la littérature sur les facteurs de risque de douleurs chroniques, on a de plus en plus de données qui montrent qu'il existe de nombreux facteurs qui vont toucher des sphères très très différentes les unes des autres. Donc là, vous en avez quelques-uns. Et ce que je trouve très intéressant dans cette liste, c'est que l'ensemble de ces facteurs, on les retrouve à un tout autre endroit. On les retrouve dans la liste des 26 critères pouvant vous exposer à de la discrimination. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ils représentent à peu près la moitié de ces critères. Donc, ce qui peut vous exposer à de la douleur chronique peut aussi vous exposer à de la discrimination. Avec un détail supplémentaire, la discrimination elle-même expose à la douleur chronique, quand la douleur chronique expose à la discrimination. Si vous avez des douleurs nociplastiques et que vous subissez de la discrimination, la douleur va augmenter. Le parcours de soins va se réduire en qualité et vous allez être moins bien pris en charge, donc vous risquez d'avoir encore plus mal. Et puis, malheureusement, et là j'introduis un concept qui est très important, c'est la notion d'intersectionnalité. Quand vous êtes concerné par plusieurs de ces facteurs, eh bien l'impact va se multiplier. Et malheureusement, dans la liste de ces facteurs que je vous ai présentés, eh bien, ils vont toucher plus particulièrement une catégorie de la population, que sont aujourd'hui les femmes. Est-ce que les femmes seraient toujours perdantes finalement sur ce combat ? Mais c'est quelque chose qu'on va voir ensemble.
Donc moi, je vais vous parler là de la problématique du genre avec la douleur chronique. On va parler de santé mentale, on va parler d'exposition à la violence et on parlera de la fibromyalgie et un petit peu de charge mentale et familiale. Et je vais essayer de voir avec vous comment on peut faire pour avoir un rôle dans tout ça et leur apporter quelque chose, si ça vous va. On commence sur la question de l'identité de genre et on va parler de double peine, finalement, pour les femmes. Aujourd'hui, rien que le fait d'être une femme multiplie par 2 le risque que vous soyez concerné par de la douleur chronique un jour dans votre vie. Et quand cette douleur, elle arrive, elle sera plus intense, elle sera plus forte, elle va durer plus longtemps, le handicap sera plus important, et les traitements qu'on va proposer à une femme ne seront pas les mêmes traitements que ceux qu'on va proposer à un homme pour des tableaux cliniques similaires. En général, on va proposer des traitements moins adaptés, qui sont plus éloignés des recommandations, qui vont être moins efficaces, plus courts, moins dosés. La dose n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas qui sera plus souvent en dessous de ce qui est recommandé pour améliorer la situation. Quand on parle d'identité de genre, il faut qu'on parle de transidentité. Pourquoi ? Parce que nous avons un rôle en tant que kinésithérapeute de soutien et d'accompagnement est d'autant plus important que les personnes sont exposées à des situations complexes, ce qui va être le cas pour une partie des personnes trans, qui sont plus exposées à la discrimination, plus exposées à certaines formes de violence, certaines formes de précarité et des troubles de santé qui vont aggraver les situations douloureuses et aggraver l'exposition à la discrimination. Donc on est systématiquement dans un cercle vicieux qui peut être problématique pour ces personnes, avec un risque de dépression multiplié par 1,5, à peu près 4 personnes trans sur 10 qui feront une tentative de suicide au cours de leur vie, et un risque de douleur chronique qui sera multiplié par 2. Donc ce n'est pas forcément des personnes qu'on va voir beaucoup dans les cabinets, parce que l'historique de discrimination va compromettre leur recours aux soins, avec une frilosité vis-à-vis du monde soignant qui peut être très importante. Mais si c'est des personnes que vous rencontrez, ça relève de notre rôle que de veiller sur leur situation et d'essayer de faire en sorte que l'intrication de ces facteurs et l'intersectionnalité qui est très présente chez eux ne pose le moins de problèmes possible. Si on parle de santé mentale, alors on ne parlera peut-être pas assez aujourd'hui de est-ce que c'est dans la tête la douleur chronique, il y a vraiment un marronnier sur le fait que c'est peut-être dans ma tête, peut-être que j'invente, c'est pas de l'invention. Par contre, il y a une grosse concomitance de troubles douloureux chroniques avec des troubles de la santé mentale. Le risque de douleur chronique, il est multiplié par 2 si vous faites une dépression majeure. Si vous souffrez d'anxiété, de troubles de stress post-traumatique, mais aussi de TDAH, et ça se voit chez les adultes comme chez les adolescents, il pourrait y avoir une prévalence de troubles douloureux chroniques concomitants à hauteur de 60%. Donc là encore, des populations qui seront très exposées à de la douleur chronique dans un contexte avec des comorbidités à gérer pas forcément évidentes. On aurait également une surreprésentation de troubles autistiques, troubles du spectre ou signes pouvant relever de troubles autistiques dans les cas de fibromyalgie. C'est tout à fait de notre ressort que de dépister les troubles de la santé mentale auprès de nos patients, de poser des questions qui sont simples. Est-ce que, avec la douleur, vous avez des ruminations? Est-ce que vous avez des idées noires? Est-ce que vous avez perdu l'appétit? Est-ce que vous avez l'impression que votre vie manque de sens, que vous n'arrivez plus à avoir des loisirs? Est-ce que vous vous êtes isolé? Ce sont des questions qu'on peut et qu'on devrait poser. Quand les patients vous répondent qu'effectivement ils sont concernés, à ce moment-là, la question qui suit, c'est est-ce que vous en avez parlé à votre médecin? Est-ce qu'un autre professionnel de santé est au courant? Ne restez pas seul avec cette réponse et essayez de les accompagner à ce qu'ils puissent en parler à d'autres et à prendre en charge cette partie, parce qu'il y aura forcément une intrication avec les symptômes douloureux chroniques. Il faut qu'on parle de violence quand on parle de douleur chronique. J'en suis désolée, mais c'est vraiment une nécessité. Il y a une surreprésentation féminine dans le monde entier sur l'exposition à la violence. L'OMS s'accorde pour dire qu'à peu près 30 à 35% des femmes seront un jour victimes de violences dans leur vie. Ce sont des chiffres qu'on retrouve de façon assez similaire dans plusieurs endroits du globe.
Pratiquement 30% des femmes sont concernées par des violences domestiques au Royaume-Uni. Dans le sud du Nigeria, il y a de la violence domestique dans 30% des ménages qui est subie par les femmes. Et là, on a un impact du statut professionnel. Donc, je reviens sur cette question de la discrimination et de la vulnérabilité économique. Votre statut professionnel peut impacter votre risque d'être exposé à de la violence, et les deux peuvent entraîner un risque supplémentaire de douleurs chroniques et ou de discrimination. Et sur les violences sexuelles, on a une surreprésentation des femmes, par exemple aux États-Unis, avec 43% d'entre elles qui risquent d'être exposées un jour dans leur vie, contre 25% des hommes. En Suède, on est sur un rapport de 3 femmes pour un homme sur l'exposition à la violence sexuelle au cours d'une vie, 10 femmes pour un homme sur l'exposition aux tentatives de viol et viol. Qu'est-ce que ça change ? Le problème, c'est que la violence, elle a des conséquences. Elle a des conséquences sur l'état de santé en général. Elle a une conséquence directe sur le risque de développer de la douleur chronique. On parle d'un risque multiplié par 1,5 si vous avez vécu un traumatisme dans l'enfance, et d'un risque multiplié par 2 sur les traumatismes vécus au cours de la vie entière. Chez les enfants, le risque il va augmenter avec le nombre et le type d'abus. Il ne faut pas oublier que la négligence fait partie des traumatismes, et les traumatismes indirects, la maladie quand elle s'invite au sein d'une famille, quand il y a un décès d'un proche ou autre. Après, on a tendance à penser que la violence n'a de répercussions que sur la santé mentale. Ce n'est pas le cas. Elle augmente aussi le risque de développer à long terme du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'on a un rôle dans tout ça ? Encore une fois, moi je pense que oui. Je vous invite à dépister la violence le plus souvent possible auprès des patients et des patientes que vous allez recevoir. Une des questions que j'utilise le plus et qui me semble la plus pertinente ressemble à celle-ci. Est-ce que vous avez vécu ou est-ce que vous avez été témoin d'événements traumatisants au cours de votre vie ou auxquels il vous arrive de repenser souvent ? C'est un choix volontaire que de ne pas utiliser le mot violence, c'est un choix volontaire que de ne pas utiliser le mot victime, parce que toutes les victimes ne se penseront pas victimes, et toutes les victimes n'imagineront pas que ce qu'elles ont vécu, c'est de la violence. Quand je parle de ça auprès des confrères et des consoeurs kinésithérapeutes, ce qu'on me dit souvent, c'est « moi, je ne sais pas quoi faire quand on me parle de violence, je ne saurais pas comment réagir ». Alors, ce qui est important ici, c'est d'évaluer la détresse et le handicap fonctionnel associé. Il peut y avoir des violences qui n'ont pas de répercussions dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas d'impact, qui sont des phénomènes passés, des faits, mais qui n'empêchent plus la personne de fonctionner. Évidemment, on va évaluer le risque de danger imminent. Et en parallèle de ça, l'important, c'est d'entretenir votre réseau, vous rapprocher des associations, vous rapprocher d'autres professionnels de santé qui sont formés à ces questions, vous former sur ces questions pour pouvoir donner des noms, pour pouvoir réagir rapidement. Et puis, c'est normal que ce soit difficile pour chacun d'entre nous de recevoir la confession de quelqu'un qui a été victime de violence. Si c'est difficile pour vous, si vous interrogez sur comment donner le meilleur de vous-même, entre guillemets, à ce moment-là, n'hésitez pas à solliciter les psychologues de votre réseau et à faire des séances de supervision pour discuter tout simplement de comment vous gérez, comment vous accueillez ces propos et comment vous réagissez, ce que ça vous fait et comment faire pour apporter à la personne le soutien dont elle a besoin sans que vos émotions à vous ne prennent le dessus. Je ne sais pas quoi dire lorsqu'on me parle de violence. Si on vous a parlé de violence, c'est qu'on vous a fait confiance. Remerciez-les pour leur confiance. Demandez-leur s'ils en ont déjà parlé à d'autres personnes. Et si besoin, vous pouvez proposer de faire l'intermédiaire. Vous pouvez préparer la prochaine consultation avec le médecin généraliste. Je pense que c'est important que vous en parliez avec votre médecin. Est-ce que vous voulez que je vous aide ? Est-ce que vous voulez que je le prévienne qu'il va y avoir des choses difficiles à évoquer ? S'il y a une situation de danger que vous avez repérée, et là vraiment ne restez pas seul à ce moment-là, mais par contre, ne commencez pas par leur dire « Ok, il faut que vous partiez ». Non. Est-ce que vous avez les moyens de partir ? Est-ce que vous avez un réseau autour de vous ? Est-ce que vous avez des gens qui vous aident ? Est-ce que vous avez de l'argent pour partir ? C'est très difficile de partir, c'est encore plus difficile de partir quand on est seul et qu'on n'a pas d'argent. Il y a un point très important, valider leur souffrance, tout le temps, le plus souvent possible. J'entends que c'est dur pour vous, je vois que c'est dur pour vous, c'est normal que ce soit dur, ça c'est important. La détresse, elle peut accompagner la douleur, les antécédents de violence, les troubles de santé mentale, c'est normal. Quand elle impacte le fonctionnement,
Ce n'est pas normal et il faut la prendre en charge parce que ces personnes ne méritent pas de vivre dans un tel niveau de détresse. Elles, vous avez le droit d'être aidés, vous êtes légitime à demander de l'aide. Et si vous faites ça, vous faites quelque chose que plein de professionnels de santé ne font pas aujourd'hui et vous allez devenir déjà le premier soutien solide qui va leur permettre de progresser au sein de cette situation difficile. On termine avec un peu de pathologie, c'est d'être un tout petit peu plus léger maintenant, et encore. On reparle de fibromyalgie qui a été longtemps considérée comme une pathologie féminine, qui touche aujourd'hui 1 à 2% de la population, avec un ratio de 3 femmes pour un homme en France en 2021, 6 femmes pour un homme à peu près à la même période aux US. Donc on est effectivement sur une maladie avec une prévalence plus importante chez les femmes. J'attire votre attention sur un point particulier, les hommes transgenres sous hormonothérapie, donc qui ont été assignés femmes à la naissance et qui sont en cours de transition médicale, auraient un risque de fibromyalgie multiplié par 6 par rapport aux femmes cisgenres, qui, je le rappelle, sont déjà 2 fois plus concernées par la douleur chronique que les hommes et 3 à 6 fois plus concernées par la fibromyalgie que les hommes. Donc quand je vous parlais de vulnérabilité ou d'exposition, c'est une population dans laquelle on risque de retrouver une prévalence très importante de la fibromyalgie. Il y a des recommandations qui ont été publiées sur la prise en charge de la fibromyalgie par la Haute Autorité de Santé cet été, qui nous rappellent que la fibromyalgie, c'est un diagnostic clinique, une maladie dans laquelle il n'y a pas de lésion et il n'y a pas de marqueur spécifique. C'est vraiment l'archétype de la douleur nociplastique. Et c'est là où le préjugé arrive, en fait. S'il n'y a pas de lésion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de douleur. On est d'accord. Bon, mais en fait, non, pas tant que ça. Quand on regarde, les personnes qui souffrent de fibromyalgie ont souvent des scores de santé physique et mentale moins bons et une douleur et un handicap qui sont plus élevés que chez des patients qui ont des symptômes similaires avec des pathologies qui ont des anomalies biologiques et notamment la polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de lésion que c'est moins grave. Il est tout à fait possible que ce soit pire sur des maladies comme la fibromyalgie en l'absence de lésion. Et puis, on a longtemps parlé de la fibromyalgie un peu comme le diagnostic poubelle. S'il n'y a rien, c'est que c'est une fibromyalgie. Ça commence à être remis en question. Ce n'est pas un diagnostic d'exclusion aujourd'hui. On se rend compte que c'est une pathologie qui peut exister en même temps que d'autres pathologies et qui peut venir compliquer des tableaux cliniques déjà problématiques. Et on va s'arrêter un instant sur une pathologie spécifique qui s'appelle la spondylarthrite axiale, dans laquelle justement on a encore un tableau qui est très genré. C'est une maladie qui touche un peu plus les hommes que les femmes, 1,2 à 2 hommes pour une femme, mais alors qui va avoir des conséquences et des répercussions négatives chez les femmes beaucoup plus importantes que chez les hommes. D'abord, le délai diagnostique, il est compris entre 6 et 8 ans. Alors ça, c'est inadmissible. Et plus inadmissible encore, 6 ans, c'est le délai diagnostique des hommes, 8 ans, c'est le délai diagnostique des femmes. C'est une pathologie qui est très dure à diagnostiquer, visiblement, puisque 70% des hommes vont avoir un premier diagnostic erroné et 89% des femmes auront aussi un premier diagnostic erroné. Je pense que c'est très intéressant pour nous de travailler sur le dépistage de la spondylarthrite axiale et vous avez tout en bas de la diapo un petit site qui est très 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 bien fait avec un petit questionnaire en anglais très facile à lire, des mots transparents très simples. Vous avez une 12aine de cases à cocher en fonction des symptômes de votre patient ou de votre patiente et ensuite qui va vous donner une courbe de probabilité que vous soyez face à un patient qui a bien une spondylarthrite axiale. C'est hyper pratique pour discuter avec les médecins généralistes ou les rhumatologues, dire voilà, moi j'ai une personne qui a une fibromyalgie mais j'ai quand même un doute sur la coexistence d'une maladie inflammatoire. J'ai fait ce test avec les symptômes qui sont décrits là et le test vous dit quoi faire. Il vous dit qu'il faut faire plus d'examens, il vous dit qu'il faut explorer plus en avant et éventuellement qu'il faut aller voir un rhumatologue. Donc quand c'est un peu difficile d'échanger avec les autres professionnels de santé, vraiment je vous le conseille. Pourquoi il y a ce problème de genre dans la spondylarthrite ? Parce que c'est une maladie dans laquelle on a des signes radiologiques et des signes sanguins qui ne sont pas systématiquement présents et qui sont moins présents chez les femmes que chez les hommes. Alors que la douleur et le handicap seront plus importants pour les femmes que pour les hommes, mais comme la douleur sera plus diffuse et les signes seront moins spécifiques, on va plus rapidement se rapprocher d'une pathologie de type fibromyalgie, avec un risque de diagnostic de fibromyalgie qui va arriver plus vite chez les femmes et qui va nous empêcher d'aller explorer plus avant cette question de la spondylarthrite. Et puis, il y a encore
point compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui ont une spondylarthrite axiale, il y en aurait à peu près 1 sur 6 qui rempliraient aussi les critères de diagnostic pour la fibromyalgie. Est-ce que c'est une erreur de diagnostic ? Est-ce que c'est une concomitance de 2 pathologies différentes ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ce seraient 2 entités cliniques qui pourraient avoir des présentations symptomatiques relativement similaires. Et tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur la discrimination, le préjugé, l'intersectionnalité, eh bien, les femmes qui se présentent avec ce type de symptômes vont probablement plus rapidement avoir un diagnostic de fibromyalgie où on va arrêter les explorations, quand peut-être que pour les hommes, on ira un petit peu plus loin dans la recherche de ce type de pathologie. La charge du genre, parce qu'il fallait quand même que j'en parle. Les recommandations sur la fibromyalgie, la première ligne, mais avant même le moindre comprimé, le moindre traitement médicamenteux, c'est le conseil de maintien de l'activité physique du quotidien. Pratique d'une activité physique, diminution des comportements sédentaires. C'est déjà ce qu'on a vu avec Cécile tout à l'heure. On est tous d'accord qu'il faut qu'on fasse plus d'activité physique. Nos patients, mais nous aussi, on est tous d'accord avec ça. Et on a tous eu plein de patients et patientes. Ça fait 15 ans qu'on leur dit qu'il faut qu'ils fassent du sport. Et ça fait 15 ans qu'ils ne le font pas. Et ça fait 15 ans qu'on se dit, bon sang, ils sont pas motivés, ils sont feignants, il y en a marre, ils veulent pas guérir. Bon, quand vous êtes face à une femme douloureuse chronique, vous êtes quand même face au reflet d'une problématique sociétale en lien avec la charge familiale qui n'est aujourd'hui toujours pas résolue. Les choses avancent, mais sur des chiffres de 2021, on est encore sur 50% des ménages dans lesquels la femme assume la quasi-totalité des charges liées au ménage et à l'accompagnement des enfants, les tâches liées aux enfants. Imaginez bien que ça représente un volume horaire de travail et de contraintes qui va potentiellement rendre difficile la pratique d'une activité physique et qui compromet complètement la disponibilité de ces personnes à ce moment-là. On ne peut pas simplement dire aux personnes « il faut faire du sport pour aller mieux » si on ne questionne pas cette problématique-là. Parce qu'elles ne se sentiront jamais entendues si vous n'êtes pas capable de comprendre et d'entendre à quoi ressemble leur quotidien. Et là, moi je vais terminer là-dessus, je vous propose un petit exercice que vous pouvez faire avec eux, parce que notre rôle là-dedans, c'est quoi ? C'est de favoriser un engagement durable. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que cette personne qui ne fait toujours pas de sport depuis 15 ans, elle se mette à faire du sport et qu'elle le fasse pour les 15 prochaines années. Parce que toutes les études nous disent, si elle n'a pas de malaise post-effort, que ce sera bon pour sa santé. Mais comment on fait pour que ça dure ? Pour que ça dure, il faut qu'on s'intéresse à eux. Ça, c'est un modèle de matrice de la thérapie d'acceptation et d'engagement qui fait partie des thérapies cognitives et comportementales. Vous posez une croix, vous allez avoir en bas tout ce qui relève de la pensée, en haut tout ce qui relève des comportements, et vous allez avoir donc à votre droite ce qui vous rapproche de vous-même, et à votre gauche, ce qui vous en éloigne ou ce qui vous freine. Nous, ce qu'on veut, c'est la case en haut à droite. On veut qu'ils fassent une activité qui va leur faire du bien et qui a du sens pour eux, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça va durer dans le temps. Mais pour qu'ils le fassent, il va falloir s'intéresser à plein de choses différentes. D'abord, la case en bas à droite, il va falloir qu'on s'intéresse à leurs valeurs, à leur caractère, oui, à leurs aspirations, leurs centres d'intérêt. Qui vous êtes en dessous de cette douleur ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui va vous donner envie d'y retourner ? Est-ce que c'est un environnement calme ? Est-ce que c'est avec du monde ? Est-ce que c'est seul ? Est-ce que c'est avec de la musique ? Est-ce qu'il faut de l'art ? Est-ce qu'il faut de la créativité ? Est-ce qu'il faut de la sueur ? Est-ce qu'il faut de la douleur ? Tant qu'on ne s'intéresse pas à ça, pour les personnes pour qui l'accès à l'activité physique est difficile, on ne pourra pas leur donner une réponse adaptée. Et puis après, on va aller voir dans la partie gauche quels sont les freins. Quand ça fait 15 ans que vous vous dites « il faut que je fasse du sport » et que vous ne le faites pas, vous avez conscience qu'il y a un souci, mais peut-être vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et c'est notre rôle que d'aller chercher des solutions dans des endroits où on imagine qu'il n'y en a pas. Et c'est dans cet échange-là que parfois on peut faire émerger de nouvelles ressources. Dans ce qu'ils font, à quoi ressemble votre temps de travail ? À quoi ressemble votre temps de charge domestique ? Quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, qui s'occupe de la maison et des enfants, ça va être très difficile de trouver du temps. Où est-ce qu'on va trouver des espaces de respiration pour que la personne
puissent mettre en place cette activité physique. Est-ce que les choses sont modifiables? Est-ce qu'on peut modifier un temps de travail? Il y a des emplois dans lesquels c'est possible, d'autres dans lesquels c'est littéralement impossible. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on modifie? Est-ce qu'on peut modifier la charge de travail domestique? Comment on fait? Et est-ce que, du coup, il va falloir compter sur quelqu'un d'autre? Et est-ce qu'on arrive à motiver ce changement? Est-ce que si votre partenaire prenait en charge cette obligation à ce moment-là, est-ce que vous arriveriez à pratiquer une activité physique? Souvent, la réponse est non, mais parfois, la réponse est « Ah, peut-être qu'il faudrait que j'en parle ». Et puis enfin, dernier point, on va aller chercher les freins dans les pensées. De quoi vous avez peur? Qu'est-ce que vous pensez au sujet du sport? Si vous avez peur de vous faire mal, est-ce que peut-être nous, en kinésithérapie, on ne peut pas travailler sur le risque de blessure, que vous repreniez un petit peu confiance dans ce corps qui pourrait vous donner plus des signaux que ça va aller plutôt que des signaux de ça va mal se passer. Si ça fait 15 ans qu'on vous dit qu'il faut faire de la piscine, que vous êtes une femme en surpoids, que vous avez vécu du harcèlement scolaire à la piscine, évidemment, vous n'allez pas aller à la piscine. Mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas le sport dont vous avez besoin, puisqu'il n'y a aucune supériorité de la piscine sur les autres sports. La seule supériorité, c'est la durée dans laquelle vous allez vous engager. Est-ce que cette croyance est rationnelle? Pas forcément. C'est peut-être pas la piscine le meilleur sport pour vous. Du coup, est-ce qu'on peut aller chercher un sport qui vous plairait mieux? Et là, c'est tout bon pour moi. Merci. Merci Marie. J'ai voulu m'esquiver. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Mathilde. Ah non. Ne pas oublier, c'est pas votre faute, vous n'êtes pas responsable. Ça m'arrive, je dis souvent, l'agresseur ne mérite pas que ce soit difficile pour vous tous les jours de votre vie depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'entends que ce soit dur, mais cette personne, à aucun moment, elle ne mérite que votre vie, elle soit dans cet état aujourd'hui et que ce soit si dur. Ce n'est pas forcément adapté dans tous les cas, mais c'est quelque chose que je dis souvent maintenant. Alors, oui, si j'ai bien compris la question, donc j'ai parlé de TDAH, d'autisme, de transidentité. Et est-ce qu'il y a des analyses sur les différences de genre au sein même de ces populations? L'étude sur le TDAH, sur les ados, montrait 85% de douleurs chroniques chez les filles et 66% chez les garçons. Donc il y a déjà un genre. J'ai trouvé des études que je n'ai pas incluses ici, mais qui effectivement vont examiner les comorbidités entre transidentité, TDAH et douleurs chroniques. Et après, pour moi, ça rejoint ce que je disais sur l'intersectionnalité. Vous avez dû voir, en fait, tout au long de cette présentation, en fait, chaque élément, chaque facteur de risque multiplie à peu près le risque de douleur chronique par 2. Et il y a un adage qui dit que la discrimination, les facteurs de discrimination ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Et ma question, qui n'est pas aujourd'hui supportée dans la littérature, c'est est-ce que si je suis concernée par 4 trucs qui multiplient par 2 mon risque de douleur chronique, c'est des multiplications, c'est des exposants, c'est quoi? Est-ce que si j'ai un trouble de santé mentale et que je suis une femme, mon risque de douleur chronique sera multiplié par 4 ou plus? Et là, je pense que c'est une problématique quand il y a un TDAH, il y a c'est pas un trouble, il y a une identité de genre minoritaire, il y a une douleur chronique, il y a un PTSD qui sera très présent chez les personnes chez les personnes trans, etc., etc. Il y a un effet boule de neige qui est très délétère, je pense. Vas-y. La question c'était, est-ce qu'il y avait
est-ce que l'hormonothérapie change quelque chose dans la prise en charge des personnes trans? Eh ben, je dois confesser que j'avais des croyances fausses. Je pensais que l'hormonothérapie apportait une amélioration des troubles douloureux chroniques chez les personnes trans. Malheureusement, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, ce que j'imaginais comme le début d'un parcours pour aller vers, ce que je disais tout à l'heure dans la matrice, aller vers soi, aller vers un mieux, ok, le coming out social, il est fait, la décision de transition médicale est lancée, on lance ce process pour essayer d'amoindrir une souffrance qui est là depuis très longtemps. Je me disais naïvement, ça va améliorer les choses. Il y a beaucoup de croyances sur le fait que les hormonothérapies améliorent la douleur chronique, notamment que la testostérone aurait un effet positif sur la douleur. Le risque de douleur chronique, il augmente le risque de douleur chronique, il augmente de 20% avec le début de l'hormonothérapie. Donc on passe d'un risque multiple de 2 à 2,2, quelque chose comme ça, quand tu commences l'hormonothérapie. Donc non, c'est pas... C'est dommage. C'est ce que moi j'aime dans ce type de matrice, c'est qu'elle est vraiment hyper personnalisée et très personne-centrée, et que moi je pense aux femmes que j'ai en soins qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui font ce fameux travail dissimulé de la mère au foyer, que elles, des fois j'aimerais bien les envoyer travailler 25 ou 30 heures par semaine, et je pense qu'elles se reposeraient beaucoup plus en allant travailler qu'en restant à la maison. Et c'est pas particulièrement un seuil, c'est plutôt le côté... Ce que j'aime bien dans la TCC, c'est est-ce que cette pensée est rationnelle? Est-ce que quand on dit je fais 40 heures de travail, est-ce que votre contrat c'est 40 heures? Est-ce que vous allez au-delà de votre contrat? Est-ce qu'il y a des heures où vous êtes plus productif que d'autres? Et est-ce qu'on peut modifier le volume horaire et la répartition des horaires pour qu'il y ait des temps de repos? Je pense qu'on fait tout ça quand on est libéral. Je ne sais pas si vous travaillez ici de 9h à 17h, 5 jours sur 7, mais en général, quand on travaille en cabinet, il y a des fluctuations, il y a des modifications. Moi, j'organise mon emploi du temps pour être au cabinet dans les heures où je suis efficace et d'avoir des temps de repos à côté, puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je me repose. Mais non, c'est plus est-ce que c'est gravé dans le marbre ou pas? Et il y a des familles dans lesquelles le partage de la charge domestique sera plus gravé dans le marbre que le travail, malheureusement, et dans d'autres cas, ce sera différent. Table ronde. Oui. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas une échelle que je connais, donc je veux bien que tu me redonnes après la référence. C'est vrai que je pense qu'il y a des questions à se poser dans l'efficacité, mais je trouve qu'il y a un gros biais sur la douleur chronique avec l'idée, et j'ai pas pu la mettre, donc là je suis contente de vous en parler. Il y a la BD Fallait demander par Emma Clit qui parle de la... déjà de cette espèce de culture de la médiocrité ou ce fantasme que si les femmes sont fatiguées, c'est qu'elles en font trop. Et qu'en fait, plutôt que demander au partenaire d'en faire plus, on va demander à la femme d'en faire moins. Et donc autant je trouve intéressant la question de l'efficacité sur est-ce que vous perdez du temps sur certaines tâches, est-ce qu'on pourrait faire les tâches autrement, typiquement si le travail n'est pas modifiable, est-ce qu'on peut aller au travail autrement? Mais autant je suis un petit peu frileuse quand il y a de la douleur chronique, il y a une grosse perte d'identité, il y a une grosse perte de lien avec soi, quand l'implication à la maison, c'est ça qui les tient, l'idée de lâcher et d'en faire moins, je ne suis pas fan. Mais voilà ce que ça m'évoque. Après, je ne connais pas cette étude en particulier.